situation apparaît d'autant plus préoccupante que la survie du Koweït est en jeu. Les dirigeants de l'Arabie saoudite, du Qatar et des Émirats arabes unis prennent alors conscience de leur vertigineuse vulnérabilité et entreprennent d'y remédier en signant de nouvelles alliances. Les vastes programmes de diversification des secteurs économiques, culturels et sportifs en sont les fruits, tout comme l'installation des musées.
avant son expulsion 10 ans plus tard vers la Jordanie où il réside depuis. Abu Hamza entre à son tour dans l'œil du cyclone. Une interdiction de prêche lui est d'abord notifiée, ce dont il s'affranchit poursuivant l'office hebdomadaire au sein de la mosquée de Finsbury Park. Le 20 janvier 2003, à 2 heures du matin, 150 policiers de Scotland Yard investissent le bâtiment dans le cadre d'une enquête du contre-terrorisme. Le chef des opérations à l'époque, Peter Clark, revient sur son déroulement. Au début, on remontait une piste de faux documents à Norfolk. Au fur et à mesure de l'enquête, on tombe sur une recette pour faire de la ricine, un agent ultra toxique, et un projet d'attaque contre le métro. L'enquête nous conduit à la mosquée de Finsbury Park que dirigeait Abu Hamza. Je me souviens de la perquisition. C'était assez exceptionnel. Il y avait des équipements paramilitaires, des masques à gaz, des gilets pare-balles, des armes à feu factices, des pistolets en bois. On commence à remuer les dalles du plafond et là, une pluie de cartes de crédit, de passeports et de chéquiers nous tombe dessus. Ça ne ressemblait pas à un lieu de culte. Ça l'était sans doute pour beaucoup de monde, mais clairement pas pour Abu Hamza. C'était la base à partir de laquelle il dirigeait toutes ses opérations. Si vous regardez le profil des gens qui trouvaient refuge là-bas, des gens comme Kamel Bourgas, qui pilotait le projet d'attaque à la ricine et qui a tué un policier lors de son interpellation quelques jours plus tôt, c'est évident ce qui se tramait dans cet endroit. Dans les jours qui suivent, la mosquée est temporairement fermée. Pendant plus d'un an, Abu Hamza délivre le sermon hebdomadaire dans la rue devant un parterre de fidèles qui bloque le trafic. Les perquisitions à son domicile se multiplient. Son discours devient de plus en plus explicite à l'encontre de la Grande-Bretagne. En 2004, son implication dans plusieurs complots étant prouvée, il est arrêté et incarcéré pendant 7 ans avant d'être expulsé aux États-Unis. Il y est reconnu coupable de 11 chefs d'accusation terroristes, dont l'organisation d'une cellule djihadiste dans l'Oregon et la supervision d'une prise d'otage au Yémen qui fit 3 morts occidentaux. Durant son procès, le vétéran moque la justice américaine, minimise ses actes, fait part de son admiration pour Ben Laden, se félicite des attentats du World Trade Center. En 2014, il est condamné à la prison à vie par le tribunal de New York, situé à quelques blocs de Ground Zero et du mémorial du 11 septembre. Il évolue depuis sous un régime de très haute sécurité au sein d'ADX Florence, une prison supermax du Colorado dépeinte comme l'Alcatraz des Rocheuses. Omar Bakri est le dernier à être inquiété. Il est d'abord ciblé financièrement, ce à quoi il répond lui aussi par la surenchère. Fidèle à ses provocations antérieures, il organise le 11 septembre 2002, au sein de la mosquée de Finsbury Park, une conférence intitulée The Magnificent Nightin, en référence aux pirates de l'air de New York et de Washington. Des autocollants distribués sur place versent dans l'humour noir. 9/11, a towering day in world history. Towering signifie majeur, jouant ici sur la référence aux Twin Towers qui se sont effondrés à Manhattan. 150